Je vais maintenant vous parler de la valence et des liaisons. En fait, la valence, ce que c'est le nombre d'électrons qui se retrouvent sur la dernière couche d'un atome. Et puis, si on regarde bien le tableau périodique, dans une famille, le nombre de valences est le même. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ça nous indique le nombre d'électrons sur cette dernière couche. Et puis, comme on a mentionné lors du dernier vidéo, quand on parlait d'ions, les charges dans les familles sont aussi connues. Et puis, c'est la même chose pour une même famille. Donc, ça, c'est ce que ces atomes auraient tendance à faire s'ils devenaient des ions. Et puis, leur charge électrique nous permet aussi de déterminer combien de liaisons chimiques ils pourraient faire. Donc, ici, la première famille, donc toute cette famille ici, a un électron sur leur dernière couche. Et puis, cet électron-là sur leur dernière couche, s'il formait un ion, ils auraient tendance à le donner. Ben, dans une liaison chimique, ce qui va se produire, c'est qu'ils ont un électron pour partager, pour faire une liaison chimique. Donc, ils ont un électron à donner dans une liaison chimique. La deuxième famille, eux, ils ont deux électrons à donner dans une liaison chimique. Trois électrons, etc. Et, et plus tôt, je vais vous expliquer pourquoi ces familles, malgré qu'ils ont 5 électrons de valence, ils ont seulement 3 électrons de disponibles pour des liaisons. 6 électrons, et on a seulement 2 de disponibles pour des liaisons. Donc, on verra ça dans la prochaine, un peu plus tôt, un peu plus tard. Donc, si on prend le sodium et le chlore comme exemple, ici, on voit les modèles de Ball-Rutherford des deux atomes. Et puis, si on remarque bien la couche de valence et les électrons de valence. Couche de valence, c'est la dernière couche, puis les électrons de valence sont les derniers électrons, donc les électrons sur cette dernière couche. Si on regarde le sodium a un électron seul ou un électron libre sur cette dernière couche. Et puis, si le sodium, si on le prend comme étant, si on pense à qu'est-ce qu'il ferait pour devenir un ion, le sodium serait un plus. Donc, il aurait tendance à donner cet électron-là. Le chlore, si on regarde bien le chlore sur sa dernière couche, sa couche de valence, il y a un électron seul, mais il y a aussi trois paires d'électrons. Donc ça, c'est trois paires d'électrons. Ils sont déjà jumelés en groupe de deux. Et puis, si on pense à ce que le chlore aurait tendance à faire comme ion, il deviendrait un moins. Donc, il aurait tendance à capter un électron de plus. En fait, quand on parle de liaison chimique, c'est seulement les électrons libres, les électrons qui sont seuls, qui peuvent former une liaison chimique. Les autres électrons dans mon chlore, ils sont déjà liés en groupe de deux, donc ils ne peuvent pas participer à de liaisons chimiques. En fait, une liaison chimique entre deux atomes est composée de deux électrons. Donc, il y a toujours seulement deux électrons dans une liaison chimique. C'est pour ça que ceux qui sont déjà en groupe de deux ne peuvent pas former de liaison. Par contre, ceux qui sont libres, ceux qui sont seuls, ils peuvent. Donc ça, c'est pourquoi que la valence du chlore égale à 7. Mais il peut seulement former une liaison, parce que malgré qu'il y a 7 électrons sur sa dernière couche, il y en a seulement un qui est disponible pour former une liaison chimique. Et puis ça nous démontre aussi quelques propriétés des règles qu'on doit suivre pour former des liaisons chimiques. On s'était dit que les positifs et les négatifs vont réagir ensemble. Donc, ce qui a tendance à donner un électron et ce qui a tendance à prendre un électron va réagir ensemble pour se donner ou se partager ces électrons-là pour former une liaison chimique.
Et puis, on s'était aussi dit qu'une molécule doit être neutre. Donc, la charge globale d'une molécule doit être neutre. Donc, si on prend en considération mon sodium et mon chlore ici, remarquez bien que lui est un plus, lui est un moins. Donc, si j'ai un plus, puis un moins, ça va me donner la formule chimique suivante. NaCl. Donc, un de chaque, un plus moins un donne 0. Donc, j'ai maintenant une molécule qui a une charge neutre. On s'était aussi dit que, par convention, l'ion positif, soit le cation, vient toujours avant. Donc ça, c'est juste une règle qu'on suit pour faire sûr que tout le monde fait la même chose. Je vais maintenant vous faire montrer un exemple un peu plus complexe où il y a différents nombres d'électrons qui entrent en jeu. Et puis vous allez voir que c'est possible d'avoir plus qu'une liaison entre deux atomes. Et puis c'est aussi possible d'avoir plus d'un atome de chaque type dans une molécule. On va maintenant prendre en considération le bore et l'iode. Je vais dessiner les diagrammes de Ball-Rutherford de chaque. Mais cette fois ici, je vais seulement dessiner la couche de valence, soit la dernière couche. Donc, lorsque vous faites des molécules, vous pouvez seulement dessiner la dernière couche. Donc, parce que la dernière couche est la seule couche qui est importante. C'est cette couche-là qui va déterminer combien de liaisons il peut faire et puis comment il va réagir. Les autres couches sont déjà pleines, ils sont stables. Il n'y a rien qui va se produire à ce niveau-là. Par contre, la couche de valence, c'est celle qui est importante. Donc, mes dessins vont seulement refléter la couche de valence. Ils vont seulement refléter la couche de valence. Donc, si je prends le bore et l'iode, on remarque que le bore a 3 électrons libres sur sa couche de valence. Par contre, l'iode en a seulement un. Ça veut dire que cet atome de bore puis cet atome d'iode-là, ils peuvent former une liaison chimique parce qu'une liaison contient 2 électrons. Les autres, ceux-ci, ils ne peuvent pas réagir, ils ne peuvent pas former de liaison. Mais on s'était aussi dit que la molécule doit être neutre. Donc, si je prends mon bore, qui est du bore 3+, et puis j'ajoute de l'iode, qui est un moins, mais 3+ et un moins ne nous donnent pas un atome neutre. En fait, ce qu'on doit faire, on doit ajouter d'autres atomes d'iode pour nous donner une molécule neutre. Et puis, étant donné que j'ai 2 atomes libres et que chaque iode en a seulement un, je vais être obligé d'ajouter 2 autres atomes d'iode. Et puis, en faisant cela, on s'aperçoit que tous les électrons libres sont maintenant dans une liaison. Donc, pour avoir une molécule neutre, tous mes électrons libres doivent être liés. Et puis, si on peut aussi juste le faire en fonction des charges. 3 plus, puis 1 moins. Comment est-ce que je m'arrange pour équilibrer ça? Ben, je fais 3 fois 1 moins, qui me donne 3 moins. Et puis, ça me donne la molécule suivante, du BiO3. Et puis, si je regarde mon dessin, c'est du B avec 3I. Molécule neutre. Et puis, voilà ce qu'on obtiendrait en combinant du bore et de l'iode. Pour faire ces genres d'exercices ici, je vous suggère toujours de commencer avec un atome de chaque et puis d'ajouter les atomes euh, un après l'autre, d'après ce que vous avez besoin. Et puis, n'oubliez pas que négatif et positif vont réagir ensemble, vont former une liaison ensemble. Donc ici, là, je ne vais pas ajouter un autre bord ici. Je n'ajouterai pas un bord pour réagir avec un bord. Okay, ce que je vais faire, je vais ajouter un iode, étant donné qu'il est négatif. Par contre, vous allez voir que c'est possible d'ajouter certains atomes du même élément ensemble pour former des liaisons. Mais en général, je vous demande d'ajouter un de chaque jusqu'à ce que vous arrivez à votre produit final. Puis on verra les autres possibilités un peu plus tard.
Je vais maintenant vous faire un exemple avec l'oxygène et puis l'aluminium. Si on regarde bien, l'aluminium a 3 électrons de valence, 3 électrons sur sa couche de valence. Et puis l'oxygène, oh, j'ai mal fait le dessin d'oxygène. L'oxygène en a 6, dont 2 qui sont libres. Donc, ce qui va se produire ici, on peut former plus qu'une liaison en 2 atomes. Eux, ils vont former 2 liaisons. Et puis, il va avoir un électron libre seul. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter un oxygène. Un oxygène. Ici. Puis cet oxygène-là va former une liaison avec mon aluminium. Par la suite, il me reste encore une fois un oxygène de libre. Excuse, un électron libre sur mon oxygène. Donc, je fais encore une fois de l'aluminium. Et puis, il y a une liaison de formée là. Il me reste encore de la place. J'ai 2 électrons de libre de seul. Fait que je vais faire un autre atome d'oxygène. Et puis, ça va former 2 autres liaisons. Donc, vous pouvez avoir plus qu'une structure de possible, dépendamment de la façon que vous organisez les atomes pour former les liaisons. Mais ici, je vous demande seulement de faire une structure théorique en fonction du nombre de liaisons possibles. Moi, je cherche aucunement pour la vraie molécule. Et puis ici, pour simplifier le dessin, ce qu'on peut faire, on peut représenter chaque liaison par une ligne. Donc, je peux avoir oxygène, 2 lignes aluminium, une ligne oxygène, une autre ligne aluminium et double ligne oxygène. Donc, lorsque je vous demande de faire des dessins, vous pouvez faire ceci afin de simplifier votre dessin et puis le rendre plus visible. OK? Et puis ça fonctionne. Et puis si on regarde bien au niveau des charges, j'ai de l'aluminium 3+ et de l'oxygène 2-. De quelle façon je peux équilibrer ça? Je place 2 aluminiums, je place 3 oxygènes. On cherche toujours pour avoir les facteurs communs les plus petits et les multiples les plus petits. Donc ici, 2 fois 3 donne 6, 3 fois moins 2 donne moins 6. Donc en bout de ligne, ça me donne une molécule qui est neutre. Donc j'ai du Al2O3 et voilà la formule chimique. Et puis si on regarde bien ici, j'ai 3 oxygènes et 2 aluminiums. Et puis c'est ce que ça me donne en tant que molécule. Comme j'ai dit, il y a plus qu'une structure de possible. En fait, la structure réelle de cette molécule-là, soit l'oxyde d'aluminium, ressemble à ceci. Ça, c'est sa vraie structure. Donc, dépendamment de la façon qui s'organise, ça peut avoir une différente structure. Mais en fait, ça nous donne genre une sphère. Donc ça, c'est la vraie de vraie molécule. Mais comme j'ai dit, moi, je vous demande seulement pour une structure théorique en fonction du nombre de liaisons possibles entre chaque atome. Et puis, lors d'une évaluation, si je vous demande le dessin, s'il vous plaît, faites-moi un dessin comme ça, avec une ligne pour chaque liaison entre chaque atome. Et puis, comme j'ai dit, c'est possible d'avoir des liaisons entre des atomes de même élément. On ne va pas rentrer trop en détail. Donc ici, si je vous donne du N2, j'ai 2 atomes d'azote. Chaque azote peut faire 3 liaisons. Donc ça me donne une liaison triple entre les deux. Comme j'ai dit, on n'entre pas trop en détail. Par contre, du N2, du O2 aussi, c'est très commun. Et puis, un atome qui peut vraiment faire beaucoup de liaisons multiples, c'est le carbone. Parce que le carbone est plus ou moins 4. Il peut faire les deux.
Donc, c'est possible d'avoir toutes sortes d'arrangements de carbone, soit des liaisons simples, liaisons triples, liaisons doubles. Et puis, évidemment, ici, il devrait y avoir d'autres choses attachées là, afin de faire en sorte que le nombre de liaisons du